Les avancées technologiques dans le monde de la communication ont complètement bouleversé comment les êtres humains interagissent les uns avec les autres. Que ce soit le télégraphe, la radio, la télévision, l'Internet et tout récemment, les téléphones intelligents ainsi que les diverses plateformes de réseaux sociaux, jamais dans l'histoire de l'humanité, l'être humain a été aussi connecté l'un avec l'autre. Pouvons-nous parler de certains enjeux, voire de dépendance aux écrans? Plus de 4,9 milliards d'habitants sur cette Terre utilisent sous une forme ou une autre, via un écran, une plateforme de réseaux sociaux. Restez avec moi alors que nous allons discuter de cette question avec notre invité du jour. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à l'émission Il est écrit. Nous allons discuter ensemble d'un sujet qui est très important, un sujet qui comporte quand même certains enjeux. Je parle ici de la dépendance aux écrans, voire les réseaux sociaux. J'ai invité à l'émission aujourd'hui Dr Marianne Lemay, avec qui nous allons pouvoir nous entretenir et parler de ce sujet ainsi que des enjeux qui s'y rattachent. Bonjour, Dr Lemay. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous avoir ici à l'émission Il est écrit. On parle d'une variété de sujets et aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur la question de la dépendance aux écrans, voire les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a certaines statistiques qui pourraient mieux nous aider à comprendre l'enjeu qui se dessine devant nous? Bien, certainement, c'est quelque chose sur lequel l'Institut de santé publique du Québec s'est penché, l'Institut national de santé publique. Et on a des statistiques, entre autres, de 2019 qui montrent que de plus en plus de personnes ont un appareil électronique avec un écran, que ce soit une tablette, un téléphone ou un ordinateur, tous ces genres de choses-là. Et on voit aussi que les jeunes, de plus en plus en ont, particulièrement les jeunes adolescents, les jeunes de l'âge adolescent. Et puis, on voit que ça peut être important d'avoir ces appareils-là parce que de plus en plus, on a besoin d'être connecté, d'avoir ces outils-là pour pouvoir travailler, faire nos devoirs, prendre des rendez-vous en ligne. On sait aujourd'hui, entre autres, le réseau de la santé, beaucoup Clic Santé au Québec. Donc, c'est important, mais ça peut aussi engendrer son lot de problèmes, en effet. Donc, on est dans une situation assez particulière parce que, en quelque part, que ce soit les tablettes, les téléphones intelligents, les PC, les laptops, les ordinateurs, peu importe, ce sont des outils qui sont indispensables au niveau professionnel et même au niveau académique. Vous avez parlé des devoirs. Certains étudiants d'âge scolaire qui ont des troubles d'apprentissage utilisent des Mhm. logiciels comme Antidote pour les aider dans leur apprentissage. Mais en même temps, c'est un peu un couteau à deux tranchants parce que autant c'est essentiel pour notre productivité professionnelle et académique, il y a un enjeu de dépendance, il y a un enjeu aussi de surconsommation. Exactement. Également, au niveau de l'Institut national de santé publique, on voit que quand ils questionnent les jeunes, ils font des genres de sondages sur la façon dont les jeunes utilisent l'Internet, des choses comme ça. On voit que plusieurs ont de la difficulté à ne pas passer du temps sur Internet et d'autres ont même dit qu'ils ont, je vous dirais, à peu près près du quart, là, en 2019, je dis bien, ont passé plus de 5 heures sur Internet, au moins 5 fois dans un mois. Donc, c'est quand même assez important comme temps qu'on pense 5 heures d'affilée. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose à être assis 5 heures d'affilée sans rien faire d'autre? Si on n'a pas un écran avec nous, c'est quand même quelque chose qu'on doit se poser comme question. En général, on n'est pas capable de faire 5 heures assis sans bouger si on n'a pas un écran, là. Et donc, ça peut avoir un enjeu sur les niveaux de concentration, la capacité de demeurer aligné sur une tâche précise qu'on doit réaliser. Puis conviens que toutes ces heures-là passées devant l'écran, ce n'est pas nécessairement des heures qui sont utiles. Donc, on n'est pas en train de compléter nécessairement un projet scolaire
ou on parle d'un jeune adulte ou jeune professionnel qui est en train de compléter des travaux à la maison pour le travail. Parce qu'en même temps, on a aussi ces outils qui ont été accentués suite à toute la question du télétravail qui a été ajoutée à la donne. J'aimerais parler un peu des enjeux, parce qu'on est capable de faire l'apologie de l'utilité à la fois des outils de communication que nous avons, puis également de l'utilité des réseaux sociaux pour nous tenir informés, mais certainement, suite à certaines études qui ont été manifestes, il y a des problématiques. En tant que médecin, quelles problématiques auxquelles on pourrait être confronté quand il est question, entre autres, de réseaux sociaux, de dépendance aux écrans et de santé physique? Bien, c'est certain que si on passe plus de temps devant un écran, on n'est pas actif au niveau physique, on n'est pas en train de faire de l'activité physique. Et on sait que la sédentarité est une cause de plusieurs maux dans notre population au Québec, au Canada et partout sur la Terre. Ça peut passer par juste le fait d'avoir des douleurs au dos. On sait que de plus en plus de personnes se plaignent de douleurs au dos, mais la sédentarité, le manque d'exercice physique est une cause de douleur au niveau du dos. On sait aussi que l'inactivité physique peut ne pas être bonne pour tout ce qui est santé cardiovasculaire, la pression artérielle. Puis ça fait aussi qu'on est plus facilement victime d'un gain de poids. Hein. On n'a pas nécessairement moins d'appétit. On ne dépense pas les calories qu'on mange. Et puis, ça fait en sorte qu'on est plus facilement enclin à souffrir d'obésité ou de surplus pondéral, avec tous les impacts que ça peut avoir, toutes les problématiques. Donc, diabète, hypertension, cholestérol trop élevé au niveau sanguin. Puis, il y en a eu encore plusieurs, là, douleurs aux genoux, Et donc, dans douleurs le au dos qu'on a fond, déjà dit. on veut encourager nos auditeurs à avoir un style de vie actif, Mhm. indépendamment du fait qu'ils doivent composer avec l'utilisation de leur téléphone intelligent, leur tablette, leur PC à la maison. C'est important d'avoir un certain équilibre pour être capable justement d'éviter des enjeux de santé physique liés à une surconsommation ou à une surutilisation des écrans ou même des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de la question de la santé mentale si on la rattache également à la question de la santé émotionnelle, la santé psychologique, parce qu'on peut adresser aussi les enjeux liés aux écrans, aux réseaux sociaux, à toute la question de la santé mentale en société. À mon sens, la santé mentale et la santé physique sont intimement reliées, hein. Donc, si on a une problématique de santé physique, ça peut avoir un impact au niveau de notre santé mentale également. Et puis, on sait que lorsqu'on passe moins de temps à faire de l'exercice, on est plus prédisposé à souffrir d'anxiété ou de dépression. Donc, déjà en partant, sans que ça ait eu un impact direct sur notre santé mentale, le fait d'avoir une santé physique qui est problématique peut engendrer une difficulté au niveau de la santé mentale. Si on veut parler spécifiquement des effets sur la santé mentale, la surutilisation des écrans ou de la cyberdépendance, on peut avoir toutes sortes de problématiques qui viennent qui viennent engendrer des inconvénients, si je pourrais dire ça comme ça. Où est-ce qu'on voit que quand on passe de plus en plus de temps devant un écran ou on devient accro à quelque chose qui est toujours devant nous, euh, on a plus de difficultés à s'en passer. Et le fait d'avoir de la difficulté à s'en passer, eh bien, à ce moment-là, qu'on a un sentiment de manque. On devient angoissé quand on ne l'a pas. On devient, à la limite, avec une certaine détresse. Et puis ça peut devenir quelque chose qui est très envahissant pour un individu. C'est un peu la même chose qu'on vit quand on est en manque d'alcool ou en manque de tabac ou en manque de n'importe quelle substance. On peut avoir un manque au niveau de ce qui est de l'écran ou de ce qu'on fait sur Internet. En fait, on peut parler de symptômes de sevrage d'une certaine façon ou de cette idée que quand on oublie notre téléphone cellulaire à la maison et on s'en va travailler, on a l'impression que si on n'a pas notre téléphone, il nous manque quelque chose, on va être non fonctionnel et on va avoir de la difficulté à passer à travers notre journée. Il peut y avoir ça, puis je vous dirais qu'il y a aussi peut-être
tout le côté de ce qu'on va chercher en ligne, les jeux. De plus en plus, on voit le sexe en ligne, les jeux en ligne. Ça peut être du magasinage compulsif. Ça peut être juste la recherche d'informations. On cherche de l'information juste pour chercher de l'information, sans que ça soit dans un but qui est nécessairement utile. Mais de passer tellement de temps à chercher de l'information, à regarder les nouvelles toujours, va créer un genre ça va faire sa place dans nous. Et lorsqu'on n'aura pas ça, bien, on va avoir un sentiment de manque. Donc, il y a plusieurs éléments qui viennent en sorte, qui viennent en ligne de compte, qui font en sorte que on peut avoir de la difficulté à vivre sans nos activités, soit sur écran, soit par Internet. Et les écrans, par l'entremise de l'Internet et l'accessibilité via les réseaux sociaux, ont accentué certaines dépendances, ou du moins les ont rendues davantage disponibles ou accessibles. On peut parler, vous avez parlé de sexe en ligne, on peut parler de pornographie, on peut parler des jeux du hasard, on peut parler aussi d'une perte de temps dans la surconsommation de banalité qui, en fait, n'apporte rien d'utile à l'individu qui la consomme, un peu un passe-temps. Mais en même temps, ce temps-là qui est utilisé à perte aurait pu être investi ou mieux investi dans des relations sociales constructives. Puis en même temps, je me positionne devant les réseaux sociaux en me disant, ayant moi-même des enfants, toute la question de la cyber-intimidation, les standards de sexualité ou d'apparence, si on veut ce qui est promu, il y a des enjeux importants à adresser. Certainement. Et quand tu parles de tout ce qui est la cyber-intimidation ou la cyberprédation, je pense que c'est quelque chose qu'on doit être, auquel on doit porter une attention particulière parce que nos jeunes peuvent être vulnérables à ça de par le fait qu'ils ont besoin d'utiliser les écrans pour certains de leurs travaux scolaires et pour certaines de leurs communications. Et donc, comme ils utilisent ça, par le fait même, ils peuvent devenir des proies et on doit, à mon sens, faire de l'enseignement et de l'éducation à ce niveau-là pour que nos jeunes puissent éviter de tomber dans des pièges qui peuvent les amener à être des victimes de certaines choses. Et donc, on va encourager les auditeurs qui ont des enfants à la maison d'être proactifs dans leur gestion du temps d'écran et des réseaux sociaux, Certainement. du moins d'être aux aguets parce qu'il y a le danger qui est présent, qui est vrai, de développer certaines dépendances pour ces jeunes-là envers certaines plateformes à l'insu des parents. Et pour nous qui sommes adultes, on utilise l'expression majeur et vacciné, on a quand même une responsabilité envers nous-mêmes de faire une certaine introspection, un inventaire de l'utilisation de notre temps pour se retrouver dans une certaine équilibre. Parlons un peu de la santé sociale. On a touché un peu aux enjeux de santé physique, santé psychologique et émotionnelle, même la santé mentale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la santé sociale? Comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact néfaste sur ceux-ci? Bien, il y en a plusieurs façons, à mon sens. Le fait qu'on passe plus de temps isolé devant un écran ne nous met pas nécessairement en relation avec d'autres. Quelquefois, oui, hein, ça nous permet d'entretenir des relations avec nos amis, d'être proches de membres de nos familles qui peuvent être plus éloignés. Ça, c'est un aspect positif de la chose. Mais on peut penser aussi à ce temps qu'on passe où est-ce qu'on n'est pas nécessairement en relation avec d'autres. On ne va pas faire un sport avec des amis ou des personnes qui ont le même intérêt pour un sport spécifique. Donc, souvent, quand on va pratiquer un sport, on va être avec des gens, on construit notre santé physique, notre santé sociale. Et puis, il y a aussi le fait que souvent, quand on va passer du temps dans l'écran et que c'est devant l'écran et que c'est problématique, on met de côté certains de nos loisirs. Et puis, de mettre de côté certains de nos loisirs va faire en sorte qu'on peut aussi se couper de relations avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous. Et ça, c'est important parce qu'on sait que les relations sociales, c'est important et que ça soit dans la vie conjugale, dans la vie familiale, dans la vie avec nos amis ou avec nos collègues de travail. Si l'écran prend trop de place, on n'a plus la même profondeur de discussion, le même intérêt envers l'autre, apprendre à le connaître, à être à l'affût des problématiques que la personne peut vivre, ou est-ce qu'on pourrait être appelé
à être un soutien ou nous-mêmes, quand on a besoin de quelque chose, si l'autre est trop préoccupé par ce qui se passe sur son écran, va être moins à l'écoute de ce que nous, on vit. À mon sens, ça peut engendrer réellement une détresse sociale à moyen long terme si on utilise trop ces écrans. C'est un peu un couteau à deux tranchants parce qu'en même temps, toute la question des écrans, la question des réseaux sociaux a amené une véritable révolution dans la façon dont on communique. Juste par les textos, même ce qu'on appelle les emojis, on est capable de communiquer plus rapidement. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui refuse de répondre au téléphone et de parler de vive voix. De loin, préfère toute la question de la communication par messagerie texte. Et je trouve ça particulier parce que nos façons de communiquer ont été altérées. Mais en même temps, il y a toute une question de perte, de décodage dans les relations humaines et dans la façon dont on construit la communication sociale les uns avec les autres. Et je trouve ça important le point que vous soulevez parce que on est dans une situation où est-ce qu'on pourrait avoir des parents qui ont une surdépendance, voire une consommation malsaine des réseaux sociaux aux dépens de leur relation avec leurs enfants. Et dans la maison, on peut se retrouver dans une situation où est-ce que, pour avoir la paix, c'est plus facile de mettre l'enfant devant l'écran, le parent consomme son écran, puis en même temps, dans la même maison, on n'est pas en train de construire et de consolider le lien parent-enfant, et même, on peut aller jusqu'à dire le lien, comme vous l'avez mentionné, le lien conjugal. Euh, je me demande si on ne pourrait pas proposer à nos auditeurs des solutions, des pistes de réflexion qui pourraient les aider à trouver, comme nous le recherchons tous, un certain équilibre entre l'utilisation des réseaux sociaux et des écrans et puis la vie que nous souhaitons, qui est une vie utile et productive. Mais certainement, en fait, euh, la première chose quand on cherche à avoir la santé, c'est de construire un équilibre de vie qui implique tous les éléments qui font qu'on peut être en bonne santé. Donc, les éléments de l'activité physique, d'avoir un sommeil qui est adéquat. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais souvent, l'utilisation des écrans va aller empiéter nos heures de sommeil ou va aller altérer la qualité de notre sommeil. Donc, l'exercice physique, le sommeil qui est adéquat, bien sûr, l'alimentation qui est saine et régulière, chose qu'aussi les écrans peuvent perturber. Et puis, après, les relations sociales saines et également d'avoir une connexion spirituelle qui est significative. On sait de plus en plus que si on prend l'exemple des alcooliques anonymes, le lien de la spiritualité est quelque chose qui est important pour pouvoir se débarrasser de certaines dépendances ou arriver à les contrôler. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis en place, si je pourrais dire ça, pour s'aider à se débarrasser de n'importe quelle dépendance, dont la cyberdépendance ou la dépendance aux écrans. J'apprécie que vous soulevez le point parce qu'évidemment, on est à l'émission, il est écrit, et puis au fondement même de l'émission, il y a toute la question de la spiritualité, la question de la foi, la question de la relation avec Dieu, puis on a parlé de l'ensemble des sphères, que ce soit la santé physique, la santé émotionnelle, psychologique, mentale, émotionnelle. La santé spirituelle, en ce qui concerne toute la question de la dépendance aux écrans, je suis convaincu qu'une relation avec Dieu, qu'un choix conscient d'exercer la foi et la spiritualité vis-à-vis de Dieu, c'est un outil puissant pour nous aider à trouver l'équilibre dans l'ensemble des sphères de notre vie. Et sur cette question-là, j'aimerais ça qu'on regarde un texte ensemble, un texte de l'apôtre Paul qui se trouve dans Philippiens, chapitre 4, le verset 8, et je vais le lire. Et Paul écrit: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est toute la question qu'il tourne autour de la pensée. Nécessairement, au niveau de la pensée, on a la capacité de prendre des décisions et de faire des choix. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de la dimension spirituelle, la pensée et puis toute la question des dépendances? Et c'est sûr que pour être en santé, on sait qu'on a 4 aspects à l'individu, c'est-à-dire l'aspect physique, psychologique, social et également spirituel.
Si on regarde la façon dont les alcooliques anonymes aident les personnes à se libérer de la dépendance à l'alcool, on voit que la portion de la spiritualité est importante pour eux. C'est sûr qu'il y a plusieurs aspects, mais la spiritualité en fait partie. Et je crois que ces étapes-là que ces personnes-là utilisent sont bonnes pour tous les types de dépendance. Et puis, je crois que quand on dit que la pensée est quelque chose qui est important, c'est ce qui est prouvé par la science parce que quand on veut vraiment se libérer d'une problématique au niveau psychologique, on sait que la thérapie cognitivo-comportementale, celle qui va aller travailler sur la pensée et ce qu'on fait maintenant, est d'une très, très grande valeur. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'on a tout intérêt à améliorer la qualité de nos pensées et à mettre en œuvre tous les aspects pour une santé globale vraiment bonne. Et donc, ici, il est écrit, on veut encourager nos auditeurs à tourner leurs pensées vers Dieu, pour ainsi dire, afin qu'ils puissent trouver l'équilibre dans l'ensemble des sphères de leur vie, incluant la question des écrans et de leur consommation aux réseaux sociaux. Docteur Lemay, j'aimerais vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous à l'émission Il est écrit. Mais ça m'a fait grand plaisir. Et j'aimerais prendre un moment pour qu'on puisse prier pour nos auditeurs. Père éternel, nous voulons te remercier de nous encourager dans ta parole à tourner nos pensées vers toi. Seigneur, aide-nous dans la gestion de nos écrans et notre utilisation des réseaux sociaux. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Afin de mieux comprendre nos comportements, afin de mieux comprendre nos émotions et ainsi pouvoir nous libérer de nos addictions, l'offre de cette semaine a pour objectif nous aider à pouvoir grandir, développer dans nos émotions. SOS, comment gérer les émotions et les titres, écrit par le docteur Lynn Clark. Et cet ouvrage, aux alentours de 290 pages, commence avec la première section où est-ce qu'on apprend à justement comprendre nos émotions. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ce genre d'émotions? Quand on parle d'émotions, qu'est-ce que c'est? Et de savoir pourquoi est-ce qu'on réagit d'une certaine façon. Par la suite, les deux autres sections nous aideront à gérer ces émotions-là et pouvoir aussi remplacer certaines de ces émotions-là. Donc, c'est vraiment au niveau de notre coefficient non intellectuel, mais plutôt relationnel, pouvoir améliorer notre vie quotidienne. Donc, SOS, comment gérer les émotions, vous aidera énormément dans vos habitudes de vie et pouvoir libérer de certaines dépendances, addictions que vous pouvez avoir. Donc, pour 25 $ plus les frais de port, cet ouvrage pourrait vous être très utile. Et maintenant, je veux passer à un segment qui est très important, vos questions. Marie nous écrit une excellente question lorsqu'elle a écrit « Si Jésus-Christ venait demain, que me faudrait-il faire pour faire partie de son Église en dehors de croire? » Eh bien, Marie, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire en dehors de croire. Et ça, c'est un auteur aux États-Unis, un évangéliste, prédicateur, auteur, le décrit comme la mauvaise nouvelle de la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle de l'Évangile. Et qu'est-ce que l'auteur veut dire par là? C'est que l'on puisse accepter le salut comme un don de Dieu. Et la Bible nous présente le salut comme un don de Dieu. Je lis par exemple dans Jean 3,16, un verset qui est très connu dans la Bible, donc Jean 3,16,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit ici que la seule chose que l'on doit faire, c'est de croire. Et la Bible, en fait, nous invite à croire en Dieu. La Bible est un cri de la part de Dieu d'attirer notre attention et dire « Croyez en moi, croyez en moi ». On lit dans le Nouveau Testament que Dieu a déjà travaillé pour nous sauver. Il travaille présentement pour nous sauver et il travaillera pour nous sauver. Ça, c'est l'enseignement biblique. Et donc, en dehors de croire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. C'est simplement accepter le salut que Dieu nous offre. Je veux cependant lire un autre passage de Paul, cette fois-ci, que l'on retrouve dans 2 Timothée, le chapitre 4, et le verset 7 et 8. Un passage très important. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Une des choses que l'on peut faire alors qu'on a déjà accepté le salut que Dieu nous donne, c'est de nous pouvoir attendre le retour de Jésus, de pouvoir avoir cette espérance de rencontrer Jésus face à face. Et ce passage nous indique qu'au-delà de croire, ce que l'on peut faire, c'est aimer ce moment où est-ce qu'on va rencontrer Jésus face à face. Donc, merci Marie pour ta question. Je encourage plusieurs d'entre vous à nous écrire. Ainsi, on va pouvoir continuer ce dialogue. Je vous souhaite une belle semaine. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui fait le ciel et la terre. Psaume chapitre 121, versets 1 et 2. J'aimerais remercier Alberto de nous avoir présenté l'offre du jour et j'aimerais vous encourager à vous la procurer. Nul doute que les réseaux sociaux sont des outils puissants de communication. Si vous éprouvez de la difficulté à retrouver l'équilibre avec ceux-ci, je vous invite à vous tourner vers Dieu qui seul peut vous aider. J'aimerais vous inviter à être des nôtres pour une prochaine émission d'Il est écrit. Mais souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.